Bonjour Éric Chauvier. Bonjour. Vous êtes anthropologue et écrivain, vous avez grandi dans le Limousin. Dans votre essai « Un lac inconnu » aux éditions Alia, vous retracez l'épopée de l'espèce humaine, du moment où elle se dresse sur ses membres postérieurs jusqu'à notre époque, où elle découvre l'intelligence artificielle. C'est un texte ramassé en une centaine de pages, un livre à la fois très précis, érudit et onirique. Dites-nous, quel a été votre projet littéraire sur ce livre ? Le projet littéraire était, je partais d'un constat qu'aujourd'hui, dans l'époque moderne, on va dire, ou même super moderne, hyper moderne, l'angoisse de mort est quelque chose qui est un peu occulté. Et j'avais cette intuition que finalement, plus on occultait notre angoisse de mort, plus on essayait de la mettre à distance, plus on commettait, on avait des effets un peu funestes sur le devenir de l'espèce. C'est-à-dire qu'on trouvait des systèmes de diversion, des dispositifs de diversion comme ça qui nous empêchaient d'être à notre bonne taille finalement. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Comment est-ce qu'on peut vivre en étant à sa juste taille, sans être dans la démesure. Mais le monde qui nous entoure est quand même largement dominé par des personnes qui sont dans la démesure. Alors c'est une brève histoire de l'humanité à mi-chemin entre l'anthropologie et le récit poétique. Y avait-il une volonté de votre part de réinventer ce récit scientifique, de le tirer vers la poésie ? En quelque sorte, c'est-à-dire que je lis beaucoup d'essais, beaucoup d'enquêtes, mais finalement, il y a toujours une position de sachant qui est un peu désagréable, je trouve, dans l'essai. On nous fait un peu la leçon, on nous explique comment fonctionnent les choses, comment va le monde, et il y a quelque chose d'un peu définitif, un peu péremptoire là-dedans. Et la poétique permet justement d'ouvrir, de créer des brèches un peu dans l'expertise scientifique, parce que ça fait quand même des décennies qu'on consomme des expertises scientifiques et le monde ne va pas forcément mieux, d'une façon générale. Donc je me suis dit comment on peut réhabiliter une espèce de brèche poétique tout en menant une sorte, finalement je revendique aussi ça, une sorte d'expertise scientifique. Alors justement, cette brèche poétique, l'une d'entre elles dans le livre, il y a un moment dans lequel vous évoquez le rôle du vent dans l'évolution de l'espèce humaine, et vous dites qu'il est devenu un protagoniste décisif dans l'histoire de notre espèce. Racontez-nous. Ce sont des hypothèses, sans doute les premières formes d'habilis, donc il y a 2 millions d'années, peut-être environ. Et puis après jusqu'à la création des premières cités, il y a 10 000 ans, néolithique, le vent a pu amener des sons, des odeurs, qui ont pu impacter les perceptions et puis se dire, l'humain a pu se sentir attiré par un ailleurs en fait. Et c'est le début des cités, des villes telles qu'on les connaît aujourd'hui sans doute à l'origine, mais c'est aussi une tentative, une attirance tout d'un coup pour ne plus être à sa mesure. On est attiré par un ailleurs et dès qu'on est attiré par un ailleurs, la conquête arrive, l'esprit de conquête et puis donc les guerres. Donc le vent est à la fois celui qui amène, qui permet les contacts sans doute entre les humains, c'est des hypothèses évidemment, et puis en même temps le témoin un peu à distance de tout ce qui se passe. Donc c'était intéressant d'en faire aussi cette double entité, un peu omniscient et puis en même temps vecteur dynamique de l'évolution humaine. Alors on a parlé de la mort tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il en est beaucoup question dans le livre. Vous racontez l'enjeu de la prise de conscience de la vie, de la mort par notre espèce, et vous écrivez ceci: « Si l'on peut vivre, accomplir cette prouesse de vivre, pourquoi faudrait-il mourir ? Auparavant, vivre ne relevait pas d'une prouesse, vivre advenait sans la perspective d'une fin. » Cette idée de finitude, comment est-ce que vous l'appréhendez en tant qu'anthropologue ? C'est un vrai sujet en anthropologie sur les sociétés dites traditionnelles et puis la modernité. Dans les sociétés traditionnelles, si tant est qu'elles aient existé, mais enfin on a quand même des preuves de ça, il y a une façon d'être en adéquation avec le monde. On n'est pas dans la démesure, on est à sa juste taille. On pourrait appeler ça aujourd'hui le bon sens paysan, quelque chose comme ça, qui fait qu'on occupe son temps avec des activités diverses, et puis on n'a pas le temps d'angoisser sur la mort. Et dans la modernité, nos activités sont beaucoup plus compartimentées. On a du divertissement, on a le travail, et puis on a du divertissement. Et puis dans le divertissement, qui est là quand même largement pour nous permettre de ne pas penser à la mort, malgré tout, c'est souvent insuffisant. Et l'angoisse ressurgit. Donc la modernité, elle n'est pas du tout satisfaisante à ce niveau, parce qu'elle va révéler, au contraire, l'angoisse de mort, alors qu'elle est censée nous faire oublier qu'on est mortel. Mais je pense que c'est un vrai sujet, ça, nous faire oublier qu'on est mortel, tout est là.
parce que celui qui oublie qu'il est mortel entre dans la démesure, entre dans une forme aussi de c'est les tyrans qui gouvernent la planète actuellement. C'est ce qui se passe à travers l'ère numérique, peut-être aussi nos écrans qui seraient des objets de diversion? Oui. Des prothèses, une sorte de prothèse par rapport à l'expérience réelle. C'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire l'émergence des réseaux sociaux, c'est 2008, c'est la crise économique. C'est-à-dire qu'on est tous un peu tétanisés par cette crise qu'on ne comprend pas vraiment, mais qui d'un coup nous met à distance les uns des autres aussi. Cet événement qui nous paralyse. Et les réseaux sociaux, bizarrement, émergent. MySpace devient Zuckerberg, transforme en Facebook. Twitter apparaît et de façon exponentielle. Donc il y a une espèce de corrélation entre ce moment où on n'arrive plus à communiquer et où vont apparaître ces prothèses que sont les réseaux sociaux aujourd'hui et qui nous empêchent finalement de nous rencontrer véritablement. Être à sa bonne taille, c'est aussi être capable de se rencontrer véritablement d'une certaine façon, dans une expérience réelle. Là, du coup, on est seul face à nous-mêmes. On n'est jamais aussi seul que face à un écran avec des réseaux sociaux, quand même. Ce qui vous amène à émettre l'hypothèse que l'espèce humaine n'est pas à l'abri de s'auto-détruire, mais néanmoins, en vous lisant, il reste une possibilité d'une révélation, que toute autre chose pourrait être possible. Et quelles en seraient là où les conditions? J'ai pas les clés, mais sans doute que ce serait d'être capable de vivre à sa juste taille. Tout le sens du livre, c'est ça, de revenir à sa juste taille et d'avoir une expérience poétique du monde, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne une sensation d'infini, d'illimité, mais pas dans la technologie, plutôt par la perception, je sais pas, de la nature, de quelque chose qui nous réconcilie d'une certaine façon avec le monde. Éric Chauvier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un lac inconnu est publié aux éditions Alia et c'est toujours disponible en librairie. Merci beaucoup. Merci.